prochaine table ronde sur cette certification, donc Drive to Store. On reste dans le même univers au sens large, j'ai envie de dire, avec l'émergence du retail média. Je vais appeler Jérôme Bouteiller à me rejoindre sur scène. Jérôme, si tu le veux bien. Rebonjour à tous. Rebonjour à toi. Le retail média, effectivement, qui est en train de décoller. On en parle avec de beaux acteurs là. Tout à fait. On va Seb, continuer à parler de Casino. data, mais effectivement dans une logique un petit peu moins réglementaire et un petit peu plus business, avec une première table ronde effectivement sur le retail média, suivie également de 2 interventions sur le Drive to Store. Donc groupe Seb, on l'a dit, iProspect. Et effectivement, alors j'invite Jean-Manuel de Seb, Cyril Bourgeois de Casino, Elsa Proutot de Mars et Arik Abou d'iProspect à nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Bonjour. Bienvenue. Hop, et un dernier. Voilà, tout le monde a son micro. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous cet après-midi à ce 7e Mobile Marketing Forum. On va démarrer par un petit tour de présentation rapide. Cyril Bourgeois, directeur de la stratégie de la transformation digitale et de l'innovation du groupe Casino. Est-ce qu'on peut présenter un peu ce grand groupe en quelques chiffres, en quelques mots ? Oui, bien sûr. Le groupe Casino, c'est un groupe qui a 120 ans, qui a eu 120 ans l'année dernière, qui pèse 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On fait la moitié de notre activité en France, l'autre moitié au LATAM, au Brésil et en Colombie principalement. De très belle marque, évidemment connue avec tous une les Français. stratégie dans tous les pays dans lesquels on opère, qui est multi-enseigne, multi-format. En France, les marques du groupe, c'est évidemment Casino, Géant Casino, Casino Supermarché et Petit Casino. C'est aussi Monoprix, Franprix, Leader Price et Cdiscount. Et oui, il y a un virage vers le digital avec Cdiscount et aussi une vraie réflexion autour de ces nouvelles activités digitales. Sur ce plan, le groupe a été assez précurseur puisqu'on a pris une participation dans Cdiscount en 2000. À l'époque, Cdiscount réalisait 1 million de francs de volume d'affaires. Et aujourd'hui, Cdiscount, c'est 3,6 milliards de volume d'affaires et c'est le deuxième e-commerçant français derrière Amazon. Très bien, et on reparlera dans un instant de votre réflexion sur le retail média. À votre gauche, Jean-Manuel, bonjour. Bonjour. Retail Media Manager chez Groupe Seb. On peut également parler de ce groupe centenaire et de toutes ces marques. Exactement. On connaît le groupe Seb pour sa marque phare, qui est la marque Seb, qui est l'acronyme de Société d'emboutissage de Bourgogne. Mais c'est pas seulement la marque Seb, c'est plus de 35 marques à travers le monde. Des acquisitions récentes qui sont des acquisitions fortes, la marque VMF qui est connue en Allemagne notamment. Et en France, c'est des marques qui sont des marques très phares, comme la marque Calor, la marque Roventa, la marque Moulinex. Et j'en passe, j'en oublie forcément, on en a plus de 10 dans le marché français. Et des marques qui font partie de la vie des Français. Hein. Absolument. C'est un groupe qui fait plus de 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui appréhende le e-commerce de manière plus en plus spécifique. Et on collabore notamment avec Cdiscount, qui fait partie de nos plus gros clients sur le périmètre online. Et on va en reparler. À votre gauche, Elsa Proutot, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints un peu au pied levé, puisque je crois que vous avez accepté de participer très récemment à cette table ronde. Vous êtes responsable e-merchandiser au sein du groupe Mars. Mars, on vous connaît pour vos produits alimentaires. Et vous gérez en particulier quel périmètre ? Alors moi, je suis sur Mars Petcare. Donc le groupe Mars, on le connaît, c'est un groupe qui a plus de 100 ans, c'est 52 marques à travers le monde. On peut en citer quelques-unes. Oui, on connaît aussi les groupes, les marques M&M's, Mars ou Oncle Ben's. Il y a aussi Mars Petcare avec Pédigré, chez Whiskas. Petcare, donc c'est pour les animaux pour les domestiques. Exactement. D'accord. En quelques chiffres peut-être ? Le groupe Mars, c'est 33 millions de chiffre d'affaires dans le monde. 33 milliards ? 33 milliards, pardon. 33 milliards, c'est mieux. 115 000 employés dans le monde et présents dans plus de 80 pays. Très bien, merci Elsa en tout cas d'être parmi nous. Et Arik Abou, bonjour Arik. Bonjour. E-retail stratégiste lead chez iProspect, une des marques du groupe Dentsu, Egis. Exactement, donc le groupe Dentsu, donc il y a plusieurs brands au sein de ce groupe. Donc vous avez les agences médias qui sont Cara, Visium, DentsuX. Mais également du coup l'agence Pure Player iProspect dont je fais partie, qui est spécialisée sur le conseil et l'activation de l'ensemble des expertises digitales en 360. C'est une marque qui est née avec le marketing digital. Exactement. Il y a une vingtaine d'années. Pionnière du coup sur ce marché-là. Et on a lancé depuis peu une cellule d'expertise conseil et activation dans le domaine du e-retail. Du e-retail et du retail média. Alors on va justement essayer de définir cette expression qui n'est pas forcément familière pour tout le monde. Cyril, si je dis que le retail média, c'est transformer des commerçants qui étaient jusqu'à présent plutôt annonceurs et maintenant ils deviennent des médias, ça vous paraît une bonne définition ?
Ouais, alors c'est pas facile de définir le retail média, mais en gros c'est plutôt une bonne définition. Le retail média, c'est le retailer qui devient un média, à la fois s'agissant de ses points de vente physiques, alors ça c'était plus traditionnel, les trucs sur les chariots, les stop rayons, parfois pour les plus avancés des télés dans les magasins. Et puis c'est surtout de plus en plus le média online, évidemment quand on est e-commerçant comme Cdiscount, mais aussi quand on est un commerçant physique, puisqu'on a accès à une mine d'or qui est la data transactionnelle de nos clients via les cartes de fidélité. Donc en tout cas c'est un changement de casquette, c'est un petit un peu changement de casquette, pour les exactement. retailers avec un gros changement. Pour les retailers. Jean, est-ce que du point de vue de Seb, c'est une révolution ou on s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a appelé le trade marketing? C'est pour nous un petit peu la continuité de ce qu'on pouvait faire en trade marketing. Cyril le précisait, en magasin physique, on appréhende le trade marketing, on fait des têtes de gondole, des choses comme cela. Sur la partie online, on commençait à faire des pages d'accueil avec une belle bannière sur la page d'accueil. Et petit à petit, le retail média est venu un petit peu apporter des indicateurs de performance média à ces outils qui sont un petit peu traditionnels. Et on a décidé de l'appréhender et de faire du retail média un levier de visibilité à l'enseigne et de contribution à la performance et à la conversion à l'enseigne. Donc c'est une continuité avec le trade marketing, mais quelles sont les équipes qui gèrent cette problématique chez vous? C'est une continuité, mais sur des expertises qui sont très spécifiques, d'où le poste de retail media manager que j'appréhende depuis maintenant 1 an. Qui gérait par exemple le trade marketing historiquement dans le groupe? Des catégories managers d'enseignes ou de canaux, mais qui l'appréhendaient vraiment uniquement sur des emplacements de trade marketing et sur des budgets de trade marketing qui sont négociés contractuellement à l'année. Et le poste de retail media est venu, disons, compléter cette expertise. Je ne gère pour le coup pas du tout la partie trade marketing. On a un category manager qui malgré tout continue à faire ceci, mais avec qui je suis en contact permanent et qui a rejoint tout un pool d'expertise qu'on appelle d'activation, qui comprend des content managers, des data analysts, des category managers et des profils médias. Et ça, on va le structurer petit à petit sur les différents marchés au niveau européen. Elsa, même question, ce serait quoi votre définition du retail média? Est-ce qu'on est dans un trade marketing 2.0? Mais je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses qui sont assez vraies et concrètes. Ah, mais n'hésitez pas, parce que la répétition, c'est un des secrets dans la pub, faut pas hésiter à insister. Pas de souci. Après, voilà, pour nous, d'un point de vue annonceur, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire comme activation, qu'on va financer et qu'on va faire après en relation avec la partie distributeur. C'est vrai que moi, sur la partie alimentaire, je suis très tournée sur la partie distributeur, sur les PGC. Et historiquement, par exemple, qui gérait le trade marketing chez vous? Ouais, donc nous, c'est un peu pareil que Seb. Au final, au début, c'était la partie catégorie manager qui gérait le trade. Après, le retail média, étonnamment, c'est quand même très récent, même pour nous chez Mars. Je pense que si je demande dans mes équipes qui fait le retail média, il y en a beaucoup qui ne savent pas vraiment de quoi on parle. Donc aujourd'hui, c'est l'entité e-commerce qui s'en occupe. Donc c'est moi en tant que responsable e-merchandiser. Et j'ai aussi une autre personne avec moi qui s'occupe de tout ce qui est extension d'audience. Mais c'était très flouté avant. C'est mouvant. Ouais. Harry, on le voit, effectivement, la définition, c'est encore un sujet de débat, et le périmètre au sein de l'entreprise qui pilote ces questions-là. Comment vous apprenez les choses chez iProspect? Nous, du coup, c'est vrai que les définitions qui ont été dites sont très justes. C'est vrai que le retail média va aussi, avec l'évolution aujourd'hui des usages, notamment sur la partie e-commerce. Aujourd'hui, c'est plus de 50% de l'audience Internet qui se passe sur les sites e-commerce, et à ce juste titre, du coup, les retailers sont de véritables médias. Et comme tout média, ils sont lancés dans la monétisation de leurs audiences. Et quand on s'intéresse un petit peu plus à ce marché du e-commerce, on voit que du coup 30% aujourd'hui des conversions en ligne passent par les e-retailers et par les marketplaces. Donc il y a un vrai levier à aller chercher sur ces nouveaux terrains. Et effectivement, nous, chez iProspect, on s'est organisé sur la partie conseil pour d'une part du coup aider aussi les annonceurs à monter en expertise sur ce sujet-là, et de rajouter la partie activation également. Quelqu'un qui a acheté de la tête de gondole depuis un demi-siècle, est-ce qu'il sait acheter sur des grosses plateformes, j'imagine programmatiques, digitales, ces nouvelles compétences? Qui fait ça? Il y a des annonceurs effectivement qui sont plus ou moins matures sur le sujet. Initialement, c'est vrai que c'était des campagnes qui étaient opérées par les équipes trade, mais on voit de plus en plus qu'il y a un rapprochement aujourd'hui entre les équipes commerce et les équipes market, puisqu'on le verra après par la suite. Les possibilités du retail média nous permettent maintenant de remonter de plus en plus dans le funnel, et ce sont des sujets qui sont généralement adressés par les équipes marketing, et on le voit lors de commissions maintenant, ces équipes-là se rapprochent pour avoir du coup des plans qui soient consolidés et éviter les overlaps entre les activations.
très bien. Cyril, donc on le comprend, le retail media, c'est des audiences de shoppers, des gens qui sont vraiment dans une situation d'achat avec des données transactionnelles. Qu'en font les annonceurs sur vos plateformes? Quelles sont les stratégies concrètes? En fait, il s'agit de personnaliser la relation avec le client. Donc on est capable aujourd'hui de le diffuser sur différents canaux. Évidemment, les gros carrefours d'audience que sont Facebook et Google, mais aussi en programmatique sur l'open web, des publicités ciblées grâce à la data à la fois navigationnelle et transactionnelle dont on dispose. Beaucoup de data navigationnelle loguée via Cdiscount et beaucoup de data transactionnelle là aussi, on va appeler ça logué, mais via les porteurs de cartes de feed qu'on est capable d'onboarder. Et donc, quand vous faites vos courses et que vous utilisez votre carte de feed, je suis capable ensuite de vous cibler sur Internet en vous adressant des produits qui correspondent à votre consommation habituelle ou à ce que j'estime que vous pourriez consommer. Donc évidemment, c'est un changement de paradigme. Et l'autre aspect qui est important, c'est qu'on est ensuite capable de mesurer l'impact des publicités auxquelles vous avez été exposé, puisque vous consommez ensuite dans ce magasin, et quand vous utilisez votre carte de feed, je sais si vous avez acheté un produit ou pas. Donc on le comprend, vous êtes capable de dire si je préfère l'eau plate ou l'eau gazeuse, et même quelle marque d'eau gazeuse je peux acheter, donc une donnée extrêmement fine. Chez SEB, par exemple, comment vous utilisez ce type de données, ce type d'audience? Est-ce que c'est uniquement de l'activation? Il y a peut-être aussi tout simplement de la connaissance pour mieux connaître les gens qui achètent vos produits? C'est clairement des choses qui nous permettent de beaucoup mieux appréhender notre cible marketing de prime abord, qui va nous permettre d'affiner nos plans marketing médias plus traditionnels. Et après, c'est une donnée qui va nous permettre également, nous, au sein du site distributeur qu'on va appréhender, d'aller spécifiquement avoir une approche de cible pertinente sur nos univers de produits. Je cite souvent l'exemple que quelqu'un qui achète de petits pots pour bébé et des couches chez Casino, potentiellement va pouvoir lui proposer des produits un chauffe-biberon. Voilà, par exemple, et qui vont être basés sur une donnée transactionnelle qui va permettre, sur une base très probable et plus que probable, que cette personne est un jeune parent. Là où sur d'autres régies et médias plus traditionnels, on va être sur des hypothèses soit déterministes, soit qui vont être sur des données plus socio-démo. Et là, on va pouvoir beaucoup plus finement aller cibler des audiences qui sont beaucoup plus proches de nos informations qui nous sont pertinentes. Donc là, un cas concret, donc vous allez chercher une audience complémentaire à une gamme de produits que vous vendez. On peut imaginer des choses un peu plus fines, peut-être cibler spécifiquement les clients de vos concurrents dans une logique un peu guérilla marketing? Alors ça va dépendre des régies en effet, mais de plus en plus, on arrive à appréhender les prospects, soit d'une catégorie très large, un exemple de l'ensemble des aspirateurs balais de la marque Roventa, ou de la catégorie des aspirateurs balais, qui est une des marques du groupe SEB. Et plus spécifiquement, on pourra aller cibler l'un de nos concurrents britanniques qui commence par un D et qui finit par Eisen. Je cherche, je ne vois pas. Qui va avoir des audiences qui est beaucoup plus cher en plus. Hein. Oui, en plus, en effet, qui ne sont pas forcément très bien, mais non, avec plaisir pour en parler plus tard. Et on va pouvoir aller cibler spécifiquement ces audiences pour aller mettre en avant notre produit et démontrer que ce produit est plus pertinent que le produit de ce concurrent et pouvoir raccrocher ces personnes-là et ces prospects-là sur nos produits. On évoquait aussi la capacité peut-être tout simplement de mieux connaître ces produits. Aujourd'hui, souvent les marques, elles sont un peu frustrées, elles dépendent de commerçants, elles n'ont pas cette relation directe. Là, vous avez accès à des insights sur vos consommateurs que vous n'aviez peut-être pas suffisamment jusqu'à présent? On peut avoir beaucoup plus de granularité dans l'information et on ne se contente pas d'études panélistes très macro. On a une donnée qui est vraiment la vraie donnée la plus récente et la plus fine sur nos produits et qui va permettre d'avoir des données très récentes et dans une temporalité très courte. Quand on fait des études plus traditionnelles, on paye un gros chèque, on attend 1 an, 2 ans pour avoir suffisamment de panels et avoir des données qui soient suffisamment riches. Avec cette donnée transactionnelle et avec le retail média et ces insights qui vont nous permettre d'apporter et d'agréger beaucoup plus rapidement toute cette donnée-là. Et en 3 semaines, grand maximum, on va pouvoir aller affiner nos audiences et nos plans médias de manière beaucoup plus spécifique. Il y a eu des surprises en faisant ce type d'analyse sur la typologie de vos clients? J'ai pas d'exemple à partager précisément, mais oui, très souvent, on va avoir une première idée très macro de nos cibles marketing et se rendre compte que on était peut-être complètement à côté de la plaque.
Ou peut-être découvrir des sous-cibles que vous aviez absolument, des outils sous-estimés. qu'on n'avait pas du tout appréhendés de prime abord et qui vont nous permettre, parce qu'on se rend compte que ce sont des gens qui achètent beaucoup plus nos produits, en tout cas qui ont des taux de conversion supérieurs à d'autres audiences, d'aller plus spécifiquement les appréhender et enrichir les plans médias nationaux. Donc il y a un champ des possibles extraordinaire pour une marque en C'est accédant à ces libre données. à l'imagination de chacun. Ouais. Très bien. Elsa, même question, qu'est-ce que vous faites de toutes ces données, de tous ces nouveaux inventaires? En tout cas, nous, sur la partie vraiment retail média, l'enjeu, c'était justement de pouvoir, comme on dit, cibler et aussi pouvoir mesurer en tant qu'annonceur. Nous, je sais que cette année, on a lancé une nouvelle marque. Et l'objectif, c'est de se dire, on n'avait pas forcément de concurrents identifiés clairement et de se dire, voilà, le client qu'on aimerait cibler. Et c'est ce qu'on a pu faire notamment via le retail média, de se dire, justement, aller plus cibler et puis avoir un retour derrière. Donc, c'est toujours un enjeu d'avoir la bonne mesure, mais en tout cas, d'avoir le bon ciblage et la bonne mesure. Alors, quand vous ciblez, par exemple, vous faites quoi? Vous excluez vos propres clients, vous ciblez les clients des concurrents, vous ciblez une typologie de clients susceptibles de s'intéresser aux produits. C'est quoi concrètement vos stratégies? Après, ça dépend toujours des enjeux. Nous, on a un portefeuille avec plusieurs marques, donc forcément, ça va dépendre de l'objectif qu'on va avoir sur chacune des marques, mais aussi sur les produits et sur les segments. Mais dans les objectifs assez classiques, ça va être à la fois de recruter, de fidéliser et aussi d'aller rechercher en fait les personnes qu'on a perdues. Et ça, c'est ce que permet aussi le retail média, de pouvoir identifier les clients qu'on avait, les abandonnistes, et de pouvoir aller les chercher. Donc ça, c'est une bonne opportunité aussi qu'on a. Donc des gens qui acheté votre marque dans le passé, qui ont arrêté de le faire, et donc vous revenez avec une opération spécifique, un coupon, des choses comme ça? Grâce à la data et ce qu'on a avec les agences ou les distributeurs avec lesquels on travaille, on sait qu'on a des clients qui ont abandonné il y a 6 mois une marque, et on va pouvoir aller les rechercher en justement ciblant une offre qui répond plus à leurs besoins. Donc c'est ça tout l'enjeu en fait pour nous du retail média, cette partie ciblage et cette partie pouvoir mesurer derrière pour mesurer l'impact qu'on a eu. Jean évoquait également une logique un peu de cross-sell. Est-ce que, je sais pas, quelqu'un qui achète un monospace a peut-être un labrador et du coup vous allez les viser, je sais pas. On l'a un peu moins sur la partie pétière, en tout cas sur les rayons, mais ça peut être des choses qu'on a déjà faites. On a déjà vu notamment sur des cibles d'autres rayons que la catégorie pet care pouvait être affinitaire avec ce rayon-là et du coup aller chercher aussi dans ce rayon-là les consommateurs de produits pour animaux. Mais ça se fait un peu moins cette catégorie-là, mais c'est des choses qui peuvent être faites, tout à fait. Très bien, donc beaucoup de faire des choses cross. De choses à faire et aussi tout simplement mieux connaître vos propres clients, on l'évoquait. Hein. Oui, tout à fait. De mieux savoir comment ils consomment et ce qu'ils achètent aussi en produits qui peuvent être complémentaires aussi. Arik, on le voit, le champ des possibles est extraordinaire en termes de stratégie retail média. Comme le disait Jean, effectivement, la donnée aujourd'hui du retail nous permet de passer de cette cible finalement qui est très marketing à une cible commerciale qui se rapproche de plus en plus des usages réels et de pouvoir l'utiliser à des fins du coup d'insight dans un premier temps, d'activation et de mesure. Après, nous, c'est vrai que chez iProspect, on a une méthodologie sur l'activation qui est assez propre et en général, ce qu'on recommande aux clients, c'est de ne pas travailler sa stratégie retail média comme on pourrait par exemple travailler une stratégie en marketing digital classique. On a défini cette stratégie sur un premier pilier. Le vrai premier pilier, la première question en gros à se poser quand on souhaite activer une campagne, c'est où est-ce que mon produit aujourd'hui est disponible, où est-ce que sont mes consommateurs potentiels, où est-ce que j'ai des potentiels en tout cas de business à aller adresser, à aller chercher. Et ça aujourd'hui, nous on travaille avec des outils en gros propriétaires qui vont nous aider à remonter en tout cas à mesurer la distribution, la performance de la distribution nationale d'une marque au regard de sa concurrence et ce qui nous permet d'ailleurs de pouvoir prioriser les retailers dans un premier temps sur lesquels travailler. Une fois qu'on a fait donc mieux connaître ses clients, mieux connaître son circuit de distribution, la performance du réseau et à partir de là, une fois qu'on a défini vraiment les acteurs sur lesquels prioriser nos actions, on va s'atteler dans un premier temps à travailler ce qu'on appelle le RSEO, donc c'est le retail sur la partie, le retail SEO, en gros, donc optimiser l'organique sur la plateforme. Parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais sur cette plateforme-là, on a souvent nous tendance à opposer les notions de SEO et de SIA en gros sur Google. Sur le retail média, ces deux notions sont très très liées, puisque un des fondements, notamment sur les algorithmes, que ce soit sur Amazon ou sur d'autres concurrents, le critère principal, c'est la vente. Et plus vous vendez, plus vous êtes visible. Et le paid, en tout cas, est un levier qui permet d'avoir de la vente sur du court terme. Mais à contrario, quand vous voulez vendre et optimiser en gros la performance de vos campagnes, la notion de contenu est primordiale également. Et ça passe aussi par le SEO, optimiser les contenus, les fiches produits, avoir quelque chose qui réponde à un besoin utilisateur.
Donc ça, c'est vraiment voilà, le second pilier. Le troisième pilier, ça va être l'activation. Une fois qu'on a bien construit ce terreau-là, là, on pourra lancer des campagnes et en mesurer les performances. On évoquait tout à l'heure avec Cyril les capacités de ciblage extraordinaires qu'offrent aujourd'hui les retailers. Est-ce que les marques, elles s'en servent encore, est-ce qu'elles s'en servent pleinement de ces capacités de ciblage? Est-ce que si, par exemple, les clients de leurs concurrents, elles n'osent pas le faire peut-être encore? Alors, ça dépend des marques. Début. Ça dépend franchement, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des marques qui vont le faire, d'autres qui ne souhaitent pas le faire. Après, moi, de mon point de vue, côté agence, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que le retail média est très bas de funnel, est très sur de l'activation search. Or aujourd'hui, on le voit au travers de nombreux acteurs comme du coup 3W Relevancy au groupe Casino, Criteo, qui nous permettent de pouvoir aller faire de l'extension d'audience, d'utiliser cette donnée à des fins de considération et à des fins de branding et de remonter plus haut dans le funnel. Donc ça, c'est des sujets aujourd'hui. C'est pas que de la perf, c'est des sujets nous qu'on pousse aujourd'hui d'avoir cette complémentarité, cette possibilité d'intégrer la donnée retail sur l'intégralité du funnel et de pouvoir d'avoir des campagnes qui soient le plus performantes possible. Très bien. Cyril, d'accord sur ce point, on peut faire du branding et de la perf sur une plateforme comme la vôtre? Oui, bien sûr. On peut faire du branding et de la perf. Alors, évidemment, on s'est d'abord construit comme un acteur de la perf. Ceci étant, pourquoi? Parce que comme je disais, on a une capacité de ciblage, on est très proche de l'acte d'achat et on a une capacité à mesurer, que ce soit online ou offline. Évidemment, on a une ADN qui est très performance. Ceci étant, c'est pas du tout incompatible avec du branding. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans certains cas, le contextuel simple fonctionne tout aussi bien que le ciblage. Sur certaines pages, c'est discount. Quand on fait du contextuel, je prends un exemple. Je suis Samsung. Il vaut mieux que je sois présent sur la page téléphonie ou que j'achète le mot-clé téléphonie que d'être présent sur la page voyage en ciblant l'utilisateur Samsung potentiel qui est sur la page voyage. Donc le branding, le contextuel, etc. a encore quand même toute une place. Et là, ça dépend des stratégies de chacun. Et c'est à nous, régie Retail Media, de conseiller au mieux le client et d'optimiser ses achats pour faire en sorte que la transformation soit la plus importante. Donc oui, les deux sont absolument pas opposés. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour du branding. Et une question peut-être pour Seb et Mars, pour Jean et Elsa. C'est des leviers qui sont économiquement performants par rapport à d'autres leviers de marketing digital? Ne m'appelez pas Seb après, s'il vous plaît. Je m'appelle bien Jean. Oui, complètement. C'est des leviers qui viennent beaucoup challenger les exploitations plus traditionnelles qu'on pouvait avoir sur la partie média digitale et qui viennent beaucoup challenger la donnée Facebook, la donnée Google qu'on pouvait exploiter jusque maintenant. Du coup, il y a des switches de budget peut-être qui se préparent? C'est en tout cas pas des budgets additionnels qui viendront se faire parce qu'à un moment on n'a pas des poches qui sont extensibles à l'infini. Comment? C'est dommage. Ça contribue malgré tout à ton PNL, je te rassure. Mais en tout cas, ça vient vraiment rebouleverser la vision plus haut de funnel qu'on pouvait avoir jusque maintenant. Et les premiers tests qu'on a pu faire sur les parties haut de funnel démontrent de la réelle pertinence de cette donnée au service de nos activations. Elsa, même analyse, il va y avoir une bascule des budgets sur le retail média qui se faisait peut-être sur d'autres leviers de marketing digitaux jusqu'à présent? Alors, je suis assez alignée avec ce que vient de dire, non pas Seb, mais Jean. Oui, il n'y aura pas de budget supplémentaire, il y a des bascules qui se font. Mais en effet, le retail média, l'avantage qu'on a, c'est vraiment de toucher après le consommateur sur tout le parcours d'achat et d'avoir cette data. Et en plus, nous, d'un point de vue annonceur, en plus en focusant beaucoup sur la partie retailer, c'est vrai qu'on a aussi la partie physique qui est toujours importante. Donc on peut avoir un bascule de cette data et avoir tout ce parcours d'achat qui est analysé. Donc ça, c'est un avantage. Arik, le retail média, on peut le quantifier? C'est un budget qui va, j'imagine, en forte croissance dans les prochaines années? Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché français, on est en croissance. Donc c'est uniquement les chiffres que je vais vous donner sur la partie search qui ont été annoncés par le SRI. Le display n'est pas encore remonté. On est sur une augmentation de 47%. Aux US, on est sur un trend à 66%. Sachant que Amazon aux US a la croissance qui est la plus forte. Et ça, c'est assez intéressant par rapport à Google et Facebook qui étaient vraiment en duopole sur le marché. Là, de ce qu'on a pu voir selon les derniers chiffres e-marketeurs, c'est que Amazon a une croissance qui est 2 fois supérieure
à Google et Facebook en ce moment. Et Donc ça on veut voit- dire que le retail média va challenger le search Exactement. ou Et le levier pour marketing toutes les traditionnel. raisons en fait, qu'on a pu évoquer, effectivement, ça change aujourd'hui la donne. Et nous, pour nous, les marketeurs, c'est qu'on a cette possibilité voilà, de cibler des profils en fonction de ce qu'ils achètent et d'en mesurer après l'efficacité, qu'elle soit on ou off. Et ça, c'est vraiment très différent. Un mot très rapide, on est au Mobile Marketing Forum, on parle finalement peu de mobile. Est-ce qu'on pourrait imaginer des activations in-store? Parce qu'on voit de plus en plus de gens qui font leurs courses avec leur smartphone aujourd'hui. Ça pourrait être un usage, Cyril, demain? Oui, bien sûr. Enfin, le mobile est un canal qui est maintenant un canal privilégié. Je vais vous donner deux exemples de choses qu'on a pu faire chez Casino, notamment via l'application Casino Max, qui est l'application fidélité des enseignes Géant Casino et Casino Supermarché. On diffuse chaque semaine des millions de coupons à nos clients qui les activent et qui peuvent les utiliser quand ils viennent dans les magasins. Donc c'est du Voilà. retail média in-store? C'est du retail media, alors qui n'est pas vraiment in-store, enfin qui est, je dirais, omnicanal, parce que le client il peut le recevoir chez lui ou in-store. En tout cas, c'est Et sur pas le de- mobile. voilà, sur le souvent. mobile. Mhm. En revanche, du vrai in-store, à proprement parler, on peut citer le cas du scanning, enfin des fonctionnalités de self-scanning, où on a maintenant la capacité d'envoyer en temps réel Mhm. des coupons, ce qui est une occasion rêvée de faire du cross-sell ou de l'upsell, Bien sûr. à un client en fonction de ce qu'il a déjà scanné. Je Jean donne un exemple, j'ai scanné un paquet de pâtes, je vous envoie une promotion sur une sauce les tomate. sauces pour une sauce tomate. Très bien. Jean, on pourrait même imaginer que je suis dans une grande surface, je m'approche d'un aspirateur britannique, hop, je reçois un coupon Seb en me disant que Seb c'est bien. Pourquoi pas. Non, Cyril me fait soulever un cas très intéressant qu'on pourrait envisager sur le mois de janvier. C'est j'achète de la farine, des œufs et du lait. Pourquoi pas pousser une poêle Tefal en Pour se faire des cross-sell. C'est l'exemple concret qui pourrait être exploité notamment dans le magasin et qui est vraiment de l'activation pure in-store sur base de data et qui est de la data très réactive. Bien sûr. Elsa, c'est également une source de réflexion pour une Bon, utilisation le en pet point de care, ça vente? pourrait marcher aussi. Non, mais après, le mobile, c'est un véritable enjeu, on le sait aussi. Les discussions qu'on a aujourd'hui avec les retailers, c'est qu'on sait que le trafic sur mobile, c'est 40-50% de trafic Ou aujourd'hui. En tout cas, en PGC, des infos que j'ai, mais c'est 20-30% de conversion dans ce qu'on a et c'est dans les derniers mois. Donc, nous, on n'a pas encore d'idée. On attend justement aussi, en tant qu'annonceur, les solutions qui peuvent être possibles, qui peuvent émerger. Aujourd'hui, on est plus sur une réplication ordinateur de ce qui est fait en activation sur le mobile. Mais demain, oui, aujourd'hui, il y a les cartes de fidélité qui sont sur le mobile, il y a la carte bancaire qui est sur le mobile. Maintenant, on fait du scan and go. Donc ça sera la prochaine étape. donc, qu'est-ce qu'on peut faire derrière pour activer des produits SEB, des produits en pet Bien care sûr. Rick, c'est un sujet de réflexion aussi chez Oui, iPhone. carrément. Et comme nous disait Cyril, le scan and go aujourd'hui, c'est utilisé par un quart des Français. Donc c'est quelque chose voilà, qui se développe et on va de plus en plus, en tout cas la stratégie des retailers est d'aller de plus en plus vers l'automatisation et éviter cette frustration qu'on peut avoir voilà, sur le passage en caisse. Autre sujet sur des applications comme Amazon ou Cdiscount aujourd'hui, c'est à peu près 70% des conversions qui se font, enfin côté Amazon c'est même 80% des conversions qui se font sur le mobile, côté Cdiscount c'est plutôt 60%, donc clairement le mobile a un rôle à jouer, clairement. Et donc les solutions que disait Cyril, effectivement il y a de nouvelles solutions qui arrivent, des acteurs qui monétisent maintenant ces audiences in-store. Très bien, on est presque arrivé au bout. Cyril, je voulais juste faire un petit point. On a bien évoqué que les données transactionnelles étaient presque uniques. Amazon les a, mais ni Google ni Facebook ne les ont, ces données transactionnelles. Est-ce que ça peut faire demain des retailers, notamment des grands groupes français, des alternatives au GAFA? Oui, alors deux choses. Ça ne vous aura pas échappé que Facebook et Google essayent de devenir des acteurs transactionnels, parce que c'est probablement le relais de croissance sur la pub pour eux. Amazon, évidemment, un acteur très très croissant. Moi, je pense que Cdiscount en particulier et les acteurs du retail français ont une carte à jouer pour être un complément à Amazon. C'est à mon sens illusoire de croire qu'on va remplacer, qu'on va être une alternative à Amazon, mais on peut être un complément à Amazon. C'est l'objectif qu'on s'est fixé avec Relevancy. Et sur la partie GSA en particulier, puisque le marché est un peu plus éclaté, je pense que les distributeurs ont tout intérêt à s'allier pour que les annonceurs puissent bénéficier d'une audience suffisante pour pouvoir jouer. Donc je pense qu'on a effectivement une carte à jouer. Les GAFA vont rester des gros acteurs. Jean, même analyse, il y a une nouvelle puissance qui est en train d'apparaître avec les retailers français sur le marché publicitaire? Cyril a complètement raison quand il dit que Google et Facebook voient le retail média comme un vrai risque en termes de part de marché sur le secteur de la publicité en ligne. Et c'est pas pour rien qu'ils développent des solutions de revente directe sur leur plateforme. Le sujet étant tellement nouveau, l'ensemble de ce réseau va devoir se structurer et pouvoir être une alternative crédible et performante
à ces GAFA qui vont nous permettre de sortir un petit peu de ce carcan Google, Facebook uniquement et d'avoir des alternatives en plus de ça franco-françaises qui du coup jusque maintenant sont très performantes et nous font continuer de développer nos investissements. Elsa, quelle est votre analyse aussi chez Mars, qui est un groupe aussi américain? Il y aura plus d'alternatives sur le marché publicitaire? Mais il y a quand même un avantage sur la partie retailer, c'est qu'ils ont la donnée qui est physique aussi, que n'ont pas par définition les GAFA. Donc ça, c'est un avantage d'avoir à la fois les canaux physiques et les canaux digitaux en data. Et en effet, il y aura un enjeu, je pense, de structure de cette donnée et de voir comment derrière pouvoir vraiment l'analyser, en faire de la bonne mesure aussi pour les annonceurs derrière. Donc ça, c'est un enjeu, je pense, à venir, mais il y a toute une belle opportunité en tout cas qui se présente. Arik, c'est l'occasion effectivement de rééquilibrer un petit peu ce marché? Carrément, tout ce qui a été dit justement est très vrai. Je rajouterais peut-être que voilà, pour que si demain le retail média soit une vraie alternative au GAFA, il va falloir travailler sur 3 sujets. Le premier pour moi, c'est tout ce qui est lié à la standardisation. Donc, comme le disait Jean, aujourd'hui il existe de nombreux formats en retail média, mais également aussi une homogénéisation qui est assez disparate sur le calcul de la performance. Donc de travailler aussi sur ce sujet-là permettrait d'apporter plus de clarté au marché. Aujourd'hui, c'est des sujets qu'on porte au travers de la MMA avec l'ensemble des e-retailers pour travailler sur un label sur cette partie-là. Il y a également la partie plateformisation. Donc aussi, je pense que le marché doit aller vers de plus en plus de plateformisation et donner la possibilité aux agences et aux annonceurs de pouvoir activer les campagnes en self-service pour avoir plus de transparence. Et ça aussi, voilà, des acteurs comme 3W, comme Criteo travaillent sur le sujet pour 2020. Et enfin, effectivement, comme le disait Cyril, il faut qu'il y ait une Retail Alliance parce que voilà, plusieurs, on est beaucoup plus forts. Et on espère voilà, que ce sera le cas. On lance l'appel à tous les 4. Un hashtag de conclusion peut-être, Cyril, ça serait quoi? Relevancy complément à Amazon. Très bien, merci. On invite tout le monde évidemment à découvrir différentes solutions ou différentes marques. Jean, un mot de conclusion pour le groupe SEB? Je ne l'avais pas prévu celui-là. Hashtag pas que le ROS, parce que le ROS c'est le premier indicateur, mais c'est pas forcément que cela avec le retail média. Très bien, et on invite tout le monde aussi à acheter un appareil à crêpes pour Noël, notamment chez vos marques. N'hésitez surtout pas. Elsa, également un hashtag de conclusion. Je vais peut-être piquer en fait ce hashtag qui était très bien. Non, aussi l'omnicanalité entre physique et digital, parce que c'est aussi un enjeu en tant qu'annonceur, parce que le retail média c'est très récent encore, donc je pense qu'il y a un gros enjeu de communication, ne serait-ce qu'en interne et dans les équipes. Donc, Très bien. Et n'hésitez pas donc à offrir des produits pédigrés, c'est ça? Pédigrés, chez Babitias, pas de souci. Merci. Arik, un mot de conclusion? Hashtag Retail Alliance. Comment? Retail Alliance. Retail Alliance, voilà, l'appel est lancé. Merci à tous les 4 pour ces témoignages sur le retail média. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir.